Une inondation, cela n'arrive pas qu'aux autres, et ces images d'archives de mai 2024 sont là pour nous le rappeler. Lors de ce week-end de la Pentecôte, plusieurs habitations du territoire de la Casque, situées près des cours d'eau, étaient inondées. Malheureusement, ce phénomène naturel peut être amené à se reproduire, et pour mieux protéger les bâtiments, plusieurs solutions ont été présentées ce week-end à Vousvillers, à l'occasion du 4e salon de l'inondation, proposé par le SDEA et ses partenaires. Différents moyens individuels de lutte existent. Type bâtard d'eau, donc c'est comme un peu des barrières étanches qu'on peut mettre devant les ouvertures du bâtiment, devant des baies vitrées. Il va y avoir tout ce qui est système de pompage aussi. Quand vous avez de l'eau qui rentre dans la cave, de pouvoir effectivement faire ressortir cette eau le plus vite. Il va y avoir aussi tout ce qui est système de clapet ou d'obturateur, parce que souvent, on croit que l'eau, elle va rentrer par la porte ou par les fenêtres, mais non, pas forcément, en fait, par les canalisations. On va avoir des remontées, et donc il y a des systèmes qu'on peut mettre pour obturer aussi toutes ces entrées. Donc c'est un petit peu tout ce type de protection à l'échelle vraiment du bâtiment qu'on peut mettre en place. 17 exposants étaient présents pour montrer au public les solutions qui existent pour rendre son logement moins vulnérable aux inondations. Il y avait aussi des conférences et différentes animations pour petits et grands. Cette éleveuse d'une centaine de vaches limousines envoie chaque semaine 4 de ses bêtes à l'abattoir, situé à une dizaine de kilomètres de son exploitation en Allemagne. Elles sont vraiment en pleine forme, il n'y a aucun souci de ce côté-là, et tant mieux. Mais depuis le 18 octobre, ces exportations sont suspendues. En cause, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui touche uniquement les bovins. Si on veut approvisionner le magasin de producteurs, on est obligé d'aller à Sarrebourg, ça fait 140 km. Donc c'est des frais supplémentaires, c'est du déplacement supplémentaire. Pour le bien-être animal et le bilan carbone, c'est pas forcément la bonne solution. Selon la Chambre d'agriculture de Moselle, aucun cas n'a pour l'instant été détecté dans le département. L'heure est donc à la vigilance et à la prévention. C'est une maladie qui se transmet par des insectes piqueurs, notamment les mouches et les tans. Donc en fait, le risque d'introduction de la maladie peut se situer à deux niveaux, soit introduire un animal qui est déjà malade, ou en phase d'incubation, soit introduire des mouches qui auraient piqué un bovin malade et qui pourraient elles-mêmes être porteuses et le transmettre à un autre animal. Il y a une vraie vigilance à avoir. La vigilance, ça passe effectivement par la surveillance de son cheptel, à se signaler à son vétérinaire au moindre signe clinique qui pourrait laisser penser que la maladie est présente. Et puis essayer au maximum de limiter les facteurs de risque, donc limiter les introductions, limiter la participation à des concours. En attendant, les rassemblements festifs autour des bovins et les sorties d'animaux restent interdits en Moselle. Des restrictions qui pourraient être levées le 5 novembre si la situation sanitaire le permet. Alors moi, je suis originaire de Meisenthal. Mes parents avaient ici, mon père exploitait une petite scierie charpente, il était menuisier. Et c'est dans ce milieu que j'ai grandi comme petit enfant, en train de ranger l'atelier du père, c'est la menuiserie, couper des planches sur des scies agrumes. Le premier job que j'ai trouvé après l'armée, c'est le chemin de fer qui m'a embauché. Je suis devenu cheminot. J'ai évolué. J'ai été débauché par la brasserie Météor en Alsace pour être chef d'expédition. Et je suis parti durant 20 ans dans la logistique des transports de cette brasserie. Et j'ai terminé ma carrière comme responsable logistique des grands chefs de France à Pédorspach. J'ai emmené un tour à bois et une scie hache en tournée. C'est ce que mon père m'avait donné à l'époque. Et ça m'a accompagné durant toute ma vie professionnelle. J'ai toujours un peu bricolé, j'ai peigné, j'ai fait des sculptures. Et à partir de 1970, j'ai participé au club artistique de Meisenthal. J'ai pris ma retraite en 2004, j'avais 61 ans, et le jouet est venu avec les petits-enfants. Papy, fais-moi un avion. L'imagination étant là, le doigt étant là, et voilà ce que ça a donné. Je fabrique des jouets en bois. J'ai déjà fabriqué 846 avions. Mon bonheur, c'est lorsqu'on voit mon jouet,
l'enfant ou même l'adulte, il y a un déclic qui se fait. Le bois a un toucher, le bois a une odeur. Le bois, c'est notre environnement, c'est plus intime. Surtout lorsqu'on revient un peu sur des jouets d'autrefois qui sont mobiles. C'est-à-dire il fallait une certaine activité physique pour le faire bouger. Il y a des petits clowns qui tournent sur un axe ou un petit cheval, lorsqu'on le déplace, il hoche de la tête. C'est surtout ces jouets-là que j'aime faire parce que ça interpelle. C'est souvent l'environnement et la base de ma matière première. Si je trouve une belle branche, en promenade en forêt, je la ramasse. Et déjà en forêt, voilà, ça va donner soit une voiture de course, soit un avion. Parce que pour dire le jouet, autrefois, le jouet était fabriqué à la maison. Mais c'était cette transmission où l'enfant participait avec l'adulte pour faire le jouet. Le cheval à bascule, c'était un des classiques. C'était fabriqué grands-parents ou parents, ou papa et maman avec l'enfant. L'enfant participait à ça. Et c'était cette transmission et ce jouet qui devenait alors pour l'enfant, c'est le mien, c'est mon cheval. Il partait comme chevalier là, c'est différent. J'ai 82 ans cette année. Lorsque quelqu'un vient chez moi, il se crée un dialogue et ça se termine toujours par une transmission de ce que je fais et je sens ici un contact et un retour de ces personnes. Ça fait plaisir de parler de ça, mais c'est ce contact et ce bonheur qui est actuellement un peu mon moteur et pourvu que ça dure. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Errorback vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on devrait retrouver un ciel plus lumineux pour demain avec toujours quelques nuages, mais aussi de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Florentins et il fera jour de 8h05 à 18h26. Passez tous encore une belle journée et à demain. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché ? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Ce mois-ci, Mosaïque fête ses 20 ans, 2005-2025, 20 ans de télévision locale sur le secteur de Sarreguemines. On en parle dans Polygone avec Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Jean Carman, président d'honneur de l'association Mosaïque Cristal Télévision, Pierre Alt, président de l'association Mosaïque Cristal Télévision et Francis Hoffman, ancien directeur de Mosaïque Cristal. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal.
Cette semaine, dans Hopla, direction Beach, pousser les portes de l'espace mémoire. Michel Klein nous invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach durant l'hiver 44-45 au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Ces trésors viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans ayant participé à la libération. Et nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg, Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbrück. Prêt-à-porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour, aujourd'hui dans Hopla, j'ai poussé les portes de l'espace mémoire. Le gardien de ces lieux, Michel Klein, m'invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach. Durant l'hiver 44-45, au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Des trésors qui viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans américains ayant participé à la libération. Mais avant d'en savoir plus, allons découvrir un autre lieu tout proche. Regardez. Chers parents, de passage à Beach, j'ai décidé de faire un arrêt au relais des châteaux forts. Cela fait 15 ans que Joseph Ivkovic a repris cet hôtel-restaurant, construit dans les années 80. Situé à proximité du golfe, il offre une vue imprenable sur la citadelle de Beach. Il faut se rendre compte du cadre. Je crois que, vu la situation de l'hôtel, oui, il est placé juste en face de la citadelle. Le cadre, il est génial. Je vois ça par rapport... Nous, on se rend moins compte maintenant, mais je vois ça par rapport aux gens qui arrivent. Ils sont bluffés par le cadre. Ils se disent, waouh, avec une vue panoramique sur la citadelle comme ça, c'est fantastique. Ouais. La partie restaurant peut accueillir 80 couverts, sans compter la terrasse. À la carte, on retrouve surtout des plats traditionnels. Chef, on peut y aller avec les 6 entrées golf. Oui. On n'a pas qu'une clientèle locale, on a une clientèle étrangère, internationale. Et on aime faire découvrir à ces gens-là les spécialités un petit peu locales. Donc on fait d'une pierre deux coups, on contente les locaux et on fait découvrir ça aux touristes. L'établissement comprend aussi un hôtel composé de 26 chambres. En pleine saison, 15 personnes sont employées ici pour gérer l'ensemble du site de 1300 mètres carrés.
Bonjour Marie. Bonjour Michel, merci de m'accueillir ici au sein de l'Espace Mémoire. Tu es le fondateur de ce lieu en collaboration avec l'Union nationale des combattants de beach et environ. Tu es aussi historien amateur. Comment est née ta passion pour l'univers de la guerre, dis-moi? Elle a commencé il y a très très longtemps, quand j'ai participé en étant ado, un gamin à Beach, à rencontrer ces vétérans. Donc un gamin s'intéresse toujours un petit peu à la guerre, les objets, le matériel, mais quand on côtoie les acteurs, ça prend une autre intensité, une autre sensibilité. Et c'est là qu'on se dit c'est important de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et à travers l'espace mémoire, sur Beach, c'était un manque, parce qu'on ne parle pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vraiment un complément pour les visites de familles de vétérans. Et donc, quand a commencé l'aventure alors? L'aventure, pour moi, elle a commencé, on va dire, en 98. Okay. Mais l'espace mémoire a été lancé en 2019. On a inauguré l'espace mémoire. Ok, merci. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi et ton parcours, découvrons notre portrait du jour. Alors, je suis née à Bordeaux. J'ai été élevée dans un milieu un peu d'esthètes, de gens qui pensaient que la meilleure chose pour sauver l'humanité, c'est la culture. Et j'avais un papa musicien et une maman folle, mais au bon sens du terme, qui me laissait libre de tout. Et j'ai eu un petit frère qui est mort quand j'avais 8 ans, il en avait 4. Et à partir de là, j'ai voulu inventer un monde de poésie. Donc depuis toute petite, je me sauve par les livres, par la poésie et par la beauté des choses. Je suis partie faire des études universitaires, je suis allée à Aix-en-Provence, j'ai travaillé pour le CNRS et ensuite j'ai accepté un poste de prof au Portugal. Et au Portugal, j'ai rencontré Nicolas qui venait pour faire un spectacle. Et du Portugal, où il venait pour faire un spectacle, je l'ai suivi. On s'est retrouvés en Allemagne et puis un jour, on a cherché un lieu pour pouvoir mettre toutes nos affaires et on est tombé tout à fait par hasard sur Petersburg. Alors les marionnettes sont nées d'une extravagance. C'est-à-dire qu'on se disait avec Nicolas, ça serait bien d'amener la culture dans des endroits où il n'y en a pas. Si on faisait du théâtre dans la roulotte, et dans la roulotte, du théâtre d'humain, c'est très compliqué. Et comme j'étais aussi plasticienne, je me suis dit, attends, les marionnettes, ça serait génial. Et voilà, c'est né de ça, et du désir de la ville de nous recevoir à Sarreguemines, dans la roulotte. Voilà, ça fait maintenant, avec la roulotte, ça fait plus de 20 ans. Ça reste du théâtre, je suis comédienne, donc ça reste du théâtre. C'est la proximité avec les gens, on ne peut pas mentir quand on est à 1 mètre. Donc il faut que les marionnettes soient belles, qu'elles aient une belle histoire, et surtout, je trouvais que le spectacle perd en qualité, et je voulais montrer à quel point la langue française est sublime, magnifique, comme un joyau. Alors, l'inspiration vient de milliers de pages de lecture. Et surtout, je veux garder mon âme de petite fille, donc je vais rechercher des textes qui m'ont touchée quand j'étais petite. Je préfère les contes. Celui qu'on est en train de monter en ce moment pour Sarreguemines, c'est Casse-Noisette. Dans chaque spectacle, on en a entre 15 et 25. Le spectacle où on en avait le plus, c'était Don Quichotte, qui est un personnage qui me fascine. Je suis un peu ce Don Quichotte qui essaie de combattre les moulins à vent. Quand j'ai tout quitté pour suivre Nicolas, c'était pas gagné. Pour les gens, j'étais folle. Mais cette folie, qui est une folie très créatrice, me pousse, tu vois. Ce qui fait que j'ai 72 ans, que j'aurai pas de retraite, que je travaillerai sûrement jusqu'à ma mort. Mais quelle passion, quoi! La liberté de faire ce que je désire faire dans la mesure du possible et surtout la liberté de penser, elle est essentielle, et de penser le monde d'une façon plus juste.
Lors des 80 ans de la libération de Beach, j'ai assisté à une scène très émouvante, la reconstitution d'une photo mythique du capitaine Garrahan brandissant le drapeau américain. Parle-moi un peu de ce moment et puis de ce drapeau qui est conservé aujourd'hui à l'Espace Mémoire. Ah oui, c'était un moment très fort des cérémonies du 80e. Et on a vraiment la chance d'avoir pu rentrer en contact avec les descendants de chacune de ces familles. Donc d'un côté, on a la famille Garrahan qui nous a offert, avant l'ouverture de l'espace mémoire, c'est là que c'est assez fort, puisque j'ai rencontré un des fils Garrahan en 2017, je lui ai expliqué le projet, et quand la municipalité nous a mis à disposition ce local, je lui ai envoyé un mail, j'ai dit Franck, c'est parti, dans quelques mois, on va pouvoir vraiment se lancer notre projet. Et c'est là qu'il a dit, je vais discuter avec mes frères et sœurs pour t'aider. Et c'est là qu'on a reçu son uniforme, qu'on a reçu sa Silver Star, son drapeau qu'il avait lors des funérailles et sa Shadowbox. Donc c'est quelque chose d'assez intense. Oui, c'est une gage de grande confiance. Donc tu avais déjà tissé des véritables liens avec eux. Oui, parce que je l'avais rencontré que quelques heures. En plus. Donc c'était vraiment, vraiment particulier. Et une fois qu'on avait ces éléments-là, on s'est dit, le drapeau, faut qu'on essaye de le retrouver. On savait qu'il était dans le secteur. Et donc, on l'a retrouvé. La famille a accepté de nous en faire don. Et le 16 mars de cette année, effectivement, recréer cette photo symbolique avec les descendants de chacune des familles, la même date, sur le même lieu, à la même fenêtre, avec le même drapeau. C'est vraiment quelque chose de très très fort et c'est un petit peu l'idée de l'espace mémoire parce que souvent les familles que j'accueille, elles ont besoin de toucher l'histoire. C'est quelque chose, on me dit, ils ont besoin de toucher l'histoire. Et quand j'ai écrit à Franck et que je lui ai dit que la famille nous avait ramené ce drapeau, il m'a dit, il faut que je vienne à Beach, il faut que je le touche ce drapeau. Et Franck est venu le 16 mars 2019 pour l'inauguration de l'espace mémoire. On a eu la chance d'avoir Franck, le fils du capitaine Garrahan, et Michel, la fille de Maria Aublinger. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment une belle histoire très touchante. Alors, à l'espace mémoire, on s'intéresse surtout à la Seconde Guerre mondiale, mais dans notre rubrique sur les traces de l'histoire, nous allons remonter un peu plus loin dans le temps. Durant la Grande Guerre, une affaire au caractère nettement anti-allemand a conduit le directeur de la faïencerie de Sarreguemines devant le conseil de guerre de Sarrebruck. On lui reprochait d'avoir reproduit sur des assiettes éditées en 1916 une photo d'Adolphe Braun représentant une Alsacienne et une Lorraine. « 6 mois de prison pour le directeur de la faïencerie et 5 jours pour le chef de service commercial. C'est ce qu'ont décidé les juges suite à l'édition en 1916 des assiettes portant cette photo. En août 19, le président Raymond Poincaré, reçu à la faïencerie, déclare que cet arrêt est un titre d'honneur pour la faïencerie. C'est peut-être pour cela que sur cette assiette-ci, produite en 1919, on retrouve la même photo au milieu d'une joyeuse ronde de personnages en costume traditionnel des deux provinces redevenues françaises. Cet endroit est en quelque sorte un musée, mais tu ne t'arrêtes pas là puisque tu accueilles aussi tout au long de l'année les familles des vétérans de la 100e. Comment les familles te contactent-elles ? Alors déjà, juste pour corriger... Ah oui, déjà, mais ça peut être dans le truc, si tu veux. Oui. Le terme musée, j'aime pas trop. C'est pour ça que c'est espace mémoire, parce que tout ce qui est visible ici vient du secteur, a un lien avec une famille, avec une histoire, avec une rencontre. Okay. Donc, un musée présente beaucoup de pièces. Nous, on présente ce qu'on trouve, mais avec l'histoire et l'émotion qui va avec. D'accord, donc tu insistes bien sur le fait que c'est un espace... Vraiment, voilà, nous, c'est ce côté proximité et histoire personnelle qu'on met en avant. D'accord. Et donc, les vétérans, les familles des vétérans, comment est-ce qu'elles t'ont connu alors il y a très longtemps, quand ils venaient sur Beach, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient un petit peu au courant de ce qui s'est passé dans le coin. Et donc, quand les premiers groupes de vétérans arrivaient, là, je suis avant 2000, c'était des fois la municipalité qui contactait en disant il y a un petit jeune qui connaît un petit peu l'histoire du coin. Donc, les premiers contacts se sont faits là. Et puis, à travers mon oncle, Roland Hoff, qui lui aussi accueillait les vétérans avant que moi je prenne le relais. D'accord, donc tu étais un petit peu le référent de ces vétérans. Et puis on a aussi du mal à s'imaginer que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains s'intéressent autant à Beach et qu'ils y soient vraiment attachés. Comment ça se fait ? Beach, moi je fais toujours le parallèle avec la Normandie. La bataille de Normandie, c'est 79 jours de combat en été. La bataille
du pays de Beach, c'est 103 jours en hiver. Donc, pour les personnes qui ont vécu ces combats-là et surtout les conditions météo, il y a eu 3 mois où ils étaient dans les familles, donc ils ont vécu des choses difficiles entre eux, mais d'un autre côté, ils ont fraternisé pas mal avec les familles, ce qui a créé un petit peu ce lien. Et en plus de ça, il existait l'association des vétérans qui organisait très régulièrement des voyages à Beach. Et c'est pour ça que les parents sont venus. Et aujourd'hui, là, on a quelques exemples de parents qui sont venus. Et aujourd'hui, c'est les enfants en quête de renseignements, puisque les parents, malgré que c'est ceux qui ont apporté la victoire, n'ont pas beaucoup parlé. Et aujourd'hui, avec le bon côté des réseaux sociaux, on arrive facilement à trouver l'espace mémoire quand on cherche quelque chose sur Beach. Et après, c'est une relation, on va dire, familiale et fraternelle, parce qu'on n'est pas là pour les accueillir. On est là pour leur apporter quelque chose sur leur histoire personnelle. Et alors justement, à force de les côtoyer, tu as su tisser des liens un petit peu privilégiés avec certaines familles. Alors il y en a quelques-uns, il y a une famille qui t'a offert un objet très symbolique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, c'est la famille Garan que j'ai rencontrée pour la première fois en 2017, donc avant l'ouverture de l'espace mémoire, et avec qui on a vraiment tissé des liens. Et puis l'histoire du papa, de Thomas Garan, c'est la vitrine de Beach, c'est le symbole de la libération de Beach. Et on était très fiers cette année, justement pour le 80e, d'accueillir 4 des 7 enfants. Et on a eu la surprise de recevoir le dog tag du capitaine Garan. Donc c'est vraiment très personnel. Ouais, là c'est vraiment personnel pour le de recevoir ça de la famille, c'est plus qu'un signe de confiance, quoi. On fait partie de la famille, quoi. C'est vrai que tu en fais aussi beaucoup pour eux, donc ils te remercient à travers cette Mais ça reste très peu si on compare ce que les parents ont fait pour nous. Ce qu'eux ont fait pour libérer le pays de Beach. Exactement, c'est un minimum. Alors toi, tu es incollable sur toutes les questions liées à la Seconde Guerre mondiale, je pense. Un petit peu. Ah, on va dire, ouais. Voyons maintenant ce que Sandrine nous a préparé. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui dans les jardins de la communauté d'agglo de Sarreguemines pour poser des questions à Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu le concept de l'émission. Je vais te poser 2 petites questions qui concernent le territoire de Sarreguemines Beach. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu es originaire du secteur? Du tout. Super, donc tu connais très bien le secteur. Pas du tout. Je viens de Wolfsberg, donc. Ah oui, ok. Ouais, rien à voir. Eh ben, on est quand même limitrophe, on va dire un petit peu. L'Alsace, c'est pas très loin de chez nous. Oui, c'est juste à côté, c'est des voisins. Donc. C'est ça. On va quand même tester ta culture. Je pense que tu peux quand même t'en sortir. Alors, j'ai une première question sur laquelle il y aura une image et je vais te poser une question qui va avec. L'image va t'aider. Je te la montre tout de suite et je te pose la question. Alors. À quelle expression signifiant avoir une vue perçante vous fait penser cet animal que vous pouvez rencontrer dans le Beacherland? Je l'ai, avoir l'œil de lynx. C'est ça, avoir un œil de lynx. Eh ben voilà, tu t'en sors bien, ça fait déjà une bonne réponse. Ça va, c'est pas compliqué donc. Et j'ai une deuxième question. Alors là, il faudrait peut-être avoir... je vais te la poser et puis il faudra peut-être analyser un petit peu le nom de la ville. Tu vas comprendre très rapidement. Ouais. Alors, quel animal figure sur le blason de Bärental? Alors jusque-là, tu sais peut-être pas quel est le blason de Bärental. Je crois que c'est un oiseau, mais je suis pas trop sûre. Je vais te donner 4 réponses possibles. Alors, est-ce que c'est un aigle, un saumon, un ours ou un gremlin? Non, c'est un aigle. Ah, pourquoi tu as pensé à un oiseau? Je sais pas, j'ai déjà été au lac de Bärental, mais je pense avoir vu un aigle, alors peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça? Ouais. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça du tout? Non. Ah mince. C'était un ours, et en fait, parce que le nom de Bärental signifie la vallée des ours. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc Bärental. Bär, c'est un ours. Ouais. C'est pour ça. Okay. Eh ben, tu t'en es quand même pas très mal sorti. Ça aurait pu marcher. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as déjà visité un petit peu le territoire? Est-ce que tu as déjà visité des sites touristiques ici dans le coin? Sarreguemines surtout? Sarreguemines Beach ou aux alentours? Peut-être Château d'Ichtambert, mais je crois que ça n'a rien à voir. C'est peut-être pas trop sur notre secteur. Pas vraiment, non, pas vraiment. Mais là, ou alors vite fait, mais j'ai plus le nom. Donc, Là, tu es dans le secteur actuellement. Est-ce que ça te donne envie de revenir et de visiter un petit peu des choses? Qu'est-ce que tu as pensé de notre territoire? C'est toujours beau à voir. Sarreguemines, c'est Sarreguemines, quoi. Bah oui. C'est bien, il y a quand même plein de choses à Non, il y a plein de choses. Déjà, il y a le Cora qui a changé, qui s'est transformé en Carrefour. Donc bon.
Ouais, ça, c'est dans toute la France. Non, il y a des petites boutiques sympathiques à voir, mais ouais. Bah, c'est bien, ouais. Aller faire un tour du côté des centres-villes, c'est toujours bien pour nos commerçants. Bah, en tout cas, merci Eva d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Ça change, donc je suis contente. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment aussi de votre côté. Je vous souhaite encore une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Alors ici, tu as conservé une multitude d'objets en lien avec cette guerre. Où est-ce que tu collectes ces objets ? Alors c'est tous les particuliers comme dit, du Pays de Bitche. Ici, on a vraiment eu le souhait de les laisser dans leur jus. D'accord, oui, on voit, ils sont tout rouillés, il n'y a pas de traitement qui a été appliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va se balader dans un grenier, si on retrouve une arme ou le brancard, c'est dans cet état qu'on va le retrouver. Les pièces parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas des pièces qui ont été restaurées. L'ensemble de l'espace mémoire, c'est des dons des habitants du coin. Mais là, on a vraiment les laissé dans leur jus. Et puis, c'est des pièces qui viennent non pas de prospection, puisque c'est strictement interdit, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans la forêt, mais des travaux de jardinage, des travaux d'excavation à la maison. Et puis voilà, on retrouve... Alors, il y a beaucoup d'objets qui ont été retrouvés Beaucoup, quasi tout ce qui est métallique là-dedans, c'est des choses qui sont sorties de sol lors de travaux ou de la vidange d'un puits, d'une fosse, et puis hop, il y a une mitrailleuse qui ressort parce qu'à l'époque, l'ancien l'a jeté dans le puits. Les enfants, c'était super pour jouer avec ça, mais les anciens, ils n'avaient pas le même regard face aux armes, et donc c'était jeté dans le puits, et puis voilà, c'est des choses comme ça. Et puis nous, on a accueilli pas mal de scolaires aussi, et quand on leur montre un casque comme ça, qui vient du coin, on leur explique la réalité de la guerre. Effectivement, les dégâts que ça peut faire. Et donc là, il y a l'entrée et la sortie. Le point d'entrée par là, le point de sortie qui est là. Donc on leur explique que Call of Duty, c'est bien, on gagne tout le temps, on est invincible. Oui. Mais la réalité, c'est ça. Et j'en ai quelques-uns qui... souvent, il y a le « waouh » quand ils viennent. Peut-être qu'ils prennent conscience... ils prennent conscience que la guerre, c'est pas un jeu. Et ça parle tout seul, Et alors, est-ce que tu as aussi peut-être écumé les vides-greniers pour rapporter des... Non. Alors, les vides-greniers, le problème, c'est que dans les vides-greniers, c'est des gens qui cherchent à vendre. Oui. Voilà, et ils ont tous l'impression qu'ils ont de l'or. Nous, ce qui nous intéresse, comme dit, c'est pas l'objet, c'est l'histoire de l'objet. Dans un vide-grenier, il n'aura pas vraiment d'histoire. Mais nous, on a des familles qui nous contactent quand on a des articles de presse ou des choses comme ça, on nous trouve très facilement. Donc le scénario classique, c'est le parent qui va partir en maison de retraite ou qui malheureusement est décédé, la maison sera à vendre. Et on nous appelle, on dit écoutez, on va vendre la maison, on a vu que vous recherchez des anciens objets, peut-être que vous allez trouver votre bonheur ou pas. Oui. Et c'est comme ça qu'on va dans certaines maisons. Voilà, on se déplace parce que des fois, la personne ne reconnaît pas l'objet. Quand on parle de la guerre, ça va être une arme ou un casque. Oui. Mais il y a plein d'autres petits objets totalement anodins, mais qui ont un intérêt dont ils ne savent pas. Donc nous, on va sur place, on reconnaît et puis on emmène. Et tu as encore de la place alors pour accueillir des objets ? Non. Là, on est au taquet, on ne peut pas. On a un local annexe où on stocke. Okay. Donc oui, on n'a plus le choix. Parce que l'idée, c'est pas de présenter une accumulation d'objets. C'est toujours un peu présenter dignement, on respecte l'objet, son histoire, on va pas faire n'importe quoi. Et malheureusement, il nous manque au moins 100 ou 200 mètres carrés pour faire les choses bien. Et donc, est-ce que c'est en projet de t'agrandir ? Je suis ouvert à toute proposition. D'accord, ok. Bon, on retient. Alors, dans les placards de nos grands-mères, on trouve aussi parfois d'autres trésors, comme des moules à gâteaux. Allons tout de suite faire un saut dans les cuisines de Mosaïque pour voir ce qu'on nous prépare. Bonjour à tous, je m'appelle Steve. Aujourd'hui, on va vous préparer une petite recette avec Romain, mon fils, qui a 5 ans, et Iliana, qui a 6 ans. Je vous remercie de m'aider aujourd'hui pour cette recette. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui ? On va préparer le bredel. Le bredel court. Donc c'est une recette familiale qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'est de faire un gâteau qui ne nécessite pas de cuisson. Nous avons besoin de 2 grandes tablettes de chocolat, une noire intense, l'autre au lait. Ensuite, 250 g de beurre. Ensuite, 2 paquets de 300 g de petits beurre des biscuits. Et également du café noir intense, température tiède. Les enfants, je vais vous montrer, on va commencer. Donc vous prenez un petit beurre, vous le trempez dans le café
mais pas trop longtemps parce qu'il peut casser. Il faut rapidement le poser là, dessus, et on enchaîne. Et le principe, c'est de faire une lignée complète de petits beurres. Voilà, on va le centrer. Voilà, faut juste les accoler, mais il faut surtout pas qu'ils se chevauchent. Voilà, et comme ça, maintenant, on va continuer et on va faire toute une lignée. Quelqu'un veut essayer? Oui, moi. Donc, tu trempes, voilà, tu sors doucement, délicatement, et tu places très, très bien. Voilà, super. Romain, tu veux essayer également à nouveau? Oui. Voilà, donc tu as vu, hein, très délicat. Bon, je lave les mains dans 2 secondes, t'inquiète. Voilà. Sors. Doucement, tout doucement, tu places là. Très, très bien. Bravo. Voilà. Et là, moi, maintenant, je vais les continuer tout du long. Alors, à l'aide d'un couteau, vous pouvez, si vous voulez, si vous en avez besoin, réégaliser, que ça soit parfaitement droit. C'est très important que le gâteau soit stable, étant donné qu'il est mou. Alors, les enfants, maintenant, on va mettre le... Beurre. Beurre. C'est assez délicat, hein. Faut pas appuyer fort, parce que sinon, vous écrasez, en fait, les biscuits. Le beurre, il faut vraiment qu'il soit bien mou. Là, vous le voyez, il a une texture superbe. Donc là, moi je l'ai passé un peu au four d'ailleurs. Vous prenez, vous en mettez. Partout. Partout, ouais, exactement. Et on en a assez pour faire. Et vous étalez sans casser, vous voyez, les biscuits. Et maintenant, on met le... chocolat. Ah, ça vous aimez, hein? Alors, pour ça, je vais vous montrer, les enfants, ce sera à vous. Donc le mieux, vous tenez la cuillère, vous tapez doucement comme ça, regardez. Tu vois? Ah ouais, trop cool. Voilà, et à la fin, on peut... étaler. Il faut étaler que ça soit à plat. Ça, c'est très important pour la suite de notre construction. Donc, on trempe 1 seconde, pas plus. Voilà. Et on va rapidement, sans pincer le biscuit, le positionner, mais exactement au-dessus de l'autre. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez refait une ligne de biscuits, ce qui est important de faire, c'est de mettre à plat les biscuits. Pensez que c'est une petite construction, hein, c'est comme si vous construisez une maison. Voilà, c'est bien aligné, c'est comme des agglos. Ça fait depuis chaque année que mamie me le fait pour mon anniversaire. Et ça date, tu sais de quand cette recette? De la guerre. Parce qu'à l'époque, quand il y avait la guerre, ils ne pouvaient pas cuisiner comme ils voulaient, donc ils préparaient ce gâteau et ils le mettaient pendant 3 jours dans une pièce et 3 jours après, il était prêt. Et vu que c'est un gâteau qu'on n'a pas besoin de cuire, c'était plus simple parce qu'ils n'avaient pas forcément tout à disposition, les fours et tout à l'époque. Alors voilà les enfants, on a fait maintenant un gâteau, on a fait 6 couches les unes au-dessus des autres. Hein. Une fois le gâteau donc réalisé, il faut le laisser pendant 3 jours dans une pièce à environ 18 degrés et vous pourrez le déguster pendant après 1 semaine. Mais bon, normalement au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Donc, on vous souhaite un très bon appétit. Voilà, et à très vite sur Mosaïque. Tu as tellement de trésors ici qu'on pourrait y consacrer plusieurs émissions. Aujourd'hui, tu as choisi de me parler d'un autre drapeau. Quelle est son histoire? Alors le drapeau, effectivement, c'est le drapeau que là, je vais te le sortir. Oui, je veux bien. Alors il a aussi une histoire toute particulière et puis c'est rigolo. C'est-à-dire que pour le 79e anniversaire, il n'y avait pas de grosse cérémonie, mais nous, à l'Espace Mémoire, on fait toujours un dépôt de gerbes. J'ai accueilli la famille de Robert Michelson. Et il est venu ici pendant plusieurs jours, il a vu l'Espace Mémoire, il m'a dit « mais ton Espace Mémoire, c'est un truc, c'est incroyable, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout ». Alors j'ai dit « c'est quoi le souci ?» Il m'a dit « c'est ton drapeau en nylon là, qui vient d'Internet, qu'on a dehors, le drapeau américain ». Et il me dit « ça, il n'a pas sa place ici ». Alors il m'a dit « je vais régler le problème ». Et donc, quand il est rentré chez lui aux États-Unis, il était tellement touché par ce qu'on fait dans ce petit coin du Beacherland qu'il est allé voir au Capitole, voir donc les congressmen, l'équivalent des députés chez nous. Il lui a expliqué ce qui se passait, ce que nous on faisait à Beach et ce fameux drapeau ridicule qu'on avait à l'extérieur. Mais pour prendre les intempéries, moi ça m'allait très bien. Ah bah oui. Hein. Et c'est là que je reçois quelques temps plus tard ce drapeau qui a une portée vraiment symbolique puisque ce drapeau a flotté sur le Capitole. Ah oui. Ouais. Et ils l'ont redescendu, envoyé à l'Espace Mémoire. Donc ce drapeau fait le lien, c'est la passerelle entre l'Espace Mémoire et le Capitole. Et on a même son certificat d'authenticité. Alors quand j'ai reçu ça, j'ai écrit à
à Robert, j'ai dit mais c'est très très gentil, mais ce drapeau-là maintenant, je pourrais jamais le mettre à l'extérieur. Ah bah oui, tu as parce qu'il trop peur. il est trop précieux vu son histoire. Bien sûr. Et voilà, on a des objets liés à la guerre, mais on a des objets liés aux rencontres des familles. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil de l'attache qu'ils ont une fois qu'ils sont partis, mais de revenir et de laisser quelque chose à Beach. Sans parler que c'est des familles qui sont déjà revenues. Le record, j'ai une famille qui est venue 9 fois. Donc au début avec le papa, combattant, et aujourd'hui avec le petit-fils. Le petit-fils. Voilà, donc l'histoire continue. Ouais, c'est vraiment émouvant hein, quand on voit que ça se transmet de génération en génération. Tout à fait. Il faut continuer à faire vivre cette Tant mémoire. qu'on peut, on le fera, c'est clair. Bah, je suis sûre que tu vas le faire très bien. L'espace de mémoire, c'est pas seulement un lieu de conservation d'objets historiques, c'est pas seulement non plus l'accueil des vétérans, vous faites aussi des projets un petit peu particuliers. Alors oui, effectivement, on a plusieurs projets. Donc, dans le cadre du 80e, on a fait un projet d'exposition itinérante qui a très très bien fonctionné. Mais on a aussi des fois des rencontres qui nous touchent un peu plus que d'autres. Et en l'occurrence, l'histoire de Francis Waite. Et on a un petit exemple. L'histoire est partie de ce livre que la famille avait réalisé pour ne pas oublier l'histoire malheureuse du papa. Et ce livre était le point de départ qui a engendré une rencontre. Et cette rencontre, elle nous a tellement touchés qu'on avait envie de porter le projet, de rendre hommage vraiment à ce soldat, de par son parcours vraiment particulier, de par la localisation de sa dernière action et du fait de sa dernière action qui était vraiment héroïque. Et en plus, on retrouve exactement là, tu vois là les médailles que Francis a reçues, que la famille nous a offert lors de l'inauguration le 16 décembre 2024. Et on retrouve la Silver Star, la Bronze Star, pardon, qu'il a reçue à titre posthume lors des combats de Mouterose le 8 décembre. Et 2 semaines plus tard, la Silver Star reçue à titre posthume puisque c'était son acte de rester sur place pour couvrir le retrait de ses frères d'armes qui lui a été fatal, mais qui a été reconnu par l'armée américaine en lui décernant la Silver Star, que la famille aujourd'hui nous a offert. Donc on est très fiers aujourd'hui d'avoir ces trois distinctions ici. Et en parallèle de ça, la stèle que je vais te montrer tout à l'heure. Donc l'événement s'est passé en forêt de Hazelfurt, c'est ça? C'est ça. Et là, tu vas m'y emmener en Jeep alors. On va y aller en Jeep, ouais. Ok, bon, hop là. Allez. Tout à l'heure, à l'espace mémoire, je t'ai parlé de l'histoire particulière de Francis Waite, en te montrant ses médailles. Oui. Et c'est exactement ici. Tu vois, notre projet de monter la stèle, le monument est là, et c'est ici que ça s'est passé. Et on revoit bien les traces tout autour de nous, les traces tout des ce qui combats. est les trous, c'est des trous Voilà, d'époque c'était des trous de combat, des soldats. Et puis aujourd'hui, si on se tait, on entend juste les oiseaux. Ouais. C'est tout calme, on ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé là. Et puis donc qu'est-ce qui s'est passé là? Alors rappelle-nous. Ici, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie E du 397e montait à l'assaut de cette colline, puisqu'il y avait en face de nous un point vraiment stratégique qui était tenu par les Allemands. Et à un moment, ils ont été stoppés, ils ont été cloués au sol, ils n'arrivaient plus à progresser. Et il y a eu une contre-attaque allemande, mais qui les a vraiment submergés. Et comme Francis Waite, lui, il avait une mitrailleuse par rapport aux autres qui avaient des carabines, il avait quand même l'arme la plus efficace. Lui, il a décidé de rester sur place et il a dit à ses frères d'armes, il a dit écoutez, repliez-vous, moi je reste ici et avec la mitrailleuse, je vais retenir autant que je peux l'avancée des Allemands. Et donc forcément, une fois qu'il était tout seul face aux Allemands, tous les tirs se sont concentrés sur lui et c'est là qu'il a été tué. Donc, dans un premier temps, il a été déclaré porté disparu, puisque les Allemands avaient récupéré le terrain. Donc les Américains ne savaient pas ce qu'était devenu Francis. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il s'est barré? Ils ne savent pas. Et c'est quelques jours plus tard, quand les Américains ont repris la progression et ont repris ses positions, qu'ils ont trouvé le corps de Francis. Et c'est que là, il a été officiellement déclaré décédé. Et il a reçu donc la Silver Star, que je t'ai montré tout à l'heure, pour cet acte de sacrifice, de bravoure, exactement ici.
et la proximité de l'étang. Tu vois, c'est une zone dédiée aux enfants, une zone de loisirs. Oui. Et ben, nous, l'idée de ce projet, c'était le petit sentier qu'on a emprunté. Oui. Et que la petite famille qui est en train de jouer à l'aire de jeu voit ça et du coup se dit tiens, on va arrêter de jouer pendant 10 minutes, on va faire un aller-retour. Et là, ils prennent conscience. Et puis, voilà, dans l'esprit de l'espace mémoire, Francis, tu peux le regarder dans les yeux. Un objet, un visage, une histoire. Ouais, encore une fois, pour qu'on n'oublie pas. Hein. Et oui, pour qu'on n'oublie pas. Et puis, on le voit, c'est personnel. Ça touche quand on voit les gens. C'est pas une histoire, une généralité qu'on lit dans un livre. Là, on peut le regarder, on se dit, oui, c'est lui qui a fait ça ici. Alors, toi qui es en contact avec de nombreux Américains, je suppose que tu parles un petit peu l'anglais. Je ne vais pas faire une démonstration, là. Ce sera pour le bêtisier. Non, c'est pas ce que je vais te demander. Mais alors, est-ce que tu es originaire du secteur, par contre? Ah oui. Et ça, je leur dis toujours, parce que les vétérans de la 100e, comme il y a eu ce long siège de Beach, ils se sont appelés les Sons of Beach. Oui. Donc, je ne vais pas te faire la traduction de ce que ça correspond en français, mais moi, j'aime bien leur dire, quand ils viennent, que je suis un vrai Sons of Beach, parce que je suis né à Beach. D'accord, ok. Voilà. Alors, si tu es né à Beach, est-ce que tu parles le plate? Non. Ah, pas du tout. Ah non, je le comprends, mais je ne le parle pas. D'accord, bon, un petit peu comme moi. Alors, ce que je te propose, c'est de nous instruire un petit peu et d'aller découvrir une expression en plate. Est-ce que vous pouvez lire ça à haute voix? Egenerhert ist Gold wert. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Aucune idée, franchement, aucune idée. Eigener ist Gold wert. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Oh, alors là, ça veut dire quand on est soi-même son propre maître, ça vaut de l'or. Presque. Egenerhert ist Gold wert. Ah, ouais. Ouais, ok. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça, c'est la parole est d'or. Attendez, la parole est d'or. Il y a l'or, mais... Ouais. L'or, on est d'accord. Ouais. Quand on ne parle pas, ça vaut d'or. Un peu. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Un foyer à soi, ça vaut d'or. Oui. Ça, le foyer, maintenant, je savais pas. Oui, le gold wert, ça j'ai compris. Le gold wert. Ouais, mais bon, le truc en haut, je savais pas. Ein jeder Hert ist Gold wert. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Oh là là. Ein jeder Hert ist Gold wert. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ah, un foyer à soi, ça vaut de l'or. D'accord. Alors, je vais faire de mon mieux. Ein jeder Hert ist Gold wert. Et je crois que ça veut dire qu'un foyer vaut de l'or. Merci. Merci beaucoup Michel de m'avoir ouvert les portes de l'espace mémoire. Alors quand est-ce qu'on peut le visiter? Est-ce que c'est ouvert au public? Merci à toi d'être venu, c'est parfait. Moi j'aime bien partager l'histoire. Et puis l'espace mémoire, il est ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois, de 14h à 18h. Ok, et toi à chaque fois, t'es là? Alors on est à 3 à se relayer, mais voilà, j'essaye d'être souvent présent. Et puis après, il y a toujours la possibilité de nous contacter via l'adresse internet pour organiser des visites pour des groupes ou des choses comme ça. On arrive toujours à s'arranger. Ok. Alors je te laisse le mot de la fin. Qu'aimerais-tu que les jeunes générations retiennent de notre émission? De dire que le passé historique est riche et que l'histoire, elle n'est pas si loin que ça. L'histoire, on l'a dans les livres, on la voit malheureusement à la télé en ce moment, les combats, les conflits. Mais notre région, c'était pareil. Et l'espace mémoire permet de prendre conscience qu'il s'est passé des choses par chez nous. Et voilà, si quelque chose doit rester, ce sera ça. C'est qu'ils respectent toujours le passé historique de chaque village, de chaque famille et de la région. Et puis au nom de tous, je pense qu'on peut te remercier pour ton implication. Merci à toi aussi. Il est déjà temps pour nous de nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!